Madame la maire, Madame l'adjointe à la culture, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables de l'institution, Mesdames et Messieurs. Alors que nous inaugurons ce soir le beau siècle, le château de Versailles consacre depuis quelques jours une exposition à Louis XV, peut-être entendu parler. Le musée de Tours présente François Boucher, après l'an dernier, la sculpture Lorraine à Nancy et la mode à Nantes-Dijon, la grande bellezza à Ajaccio cet été et bientôt la Régence au musée Carnavalet. Ainsi, le XVIIIe siècle est à l'honneur partout, dans les musées, et je crois qu'on va se demander pourquoi. Au-delà des figures, le roi et l'artiste, au-delà des œuvres, le siècle des Lumières nous interroge, comme vous le soulignez, Madame la maire, sur notre rapport à la modernité, à la fois dans le champ des idées et dans celui de la production artistique. La période est celle des grandes transformations urbaines. Ensuite, je sais que la période est celle des grandes transformations urbaines, partout dans le royaume, de la naissance d'un urbanisme qui se cache encore sur le joli monde d'envahissement et surtout d'un changement décisif du rapport à l'art. C'est d'abord grâce à la multiplication des salons, l'éclosion de la critique d'art et de la notion aujourd'hui incontournable de public, mais aussi la création d'un système de formation des artistes grâce à la création d'écoles en province, dont descendent toujours nos écoles de beaux-arts. Ce constat rapide vaut, on le sait, dans la capitale européenne qui est devenue Paris, et longtemps, l'idée a prévalu que la vie artistique provinciale suivait, avec plus ou moins de retard et plus ou moins de succès, les avancées gagnées dans la capitale. La situation singulière de Besançon, qui entre dans l'histoire de France presque en même temps qu'elle entre dans le XVIIIe siècle, en fait un véritable passionnant. La ville, l'une des dernières prises du roi, voit s'installer dans le dernier quart du XVIIe siècle des institutions sur lesquelles s'appuiera un développement démographique, économique et artistique inédit dans son histoire. Ce beau siècle byzantin posait, au moment de préparer notre exposition, la question méthodologique de l'écriture de l'histoire de l'art et de l'architecture qui intègre au moins deux problématiques. Celle d'un alignement culturel sur le régime français dont le ton est donné entre Versailles et Paris, d'une part, et celle du maintien de particularisme, d'autre part. En d'autres termes, la production artistique qui nous est parvenue et que nous exposons permet-elle de repérer les tensions qui naîtraient de ces deux mouvements en apparence antinomiques, sinon incompatibles, l'un tourné vers le passé, une ville pour l'Empire, l'autre vers l'avenir, c'est-à-dire alors Paris. Le point de rencontre le plus éblouissant de ces deux dynamiques se place précisément au milieu du XVIIIe siècle et le décor de la chapelle du Saint-Suaire, encore visible dans la cathédrale. La précieuse relique sur laquelle se fondait en partie l'autorité religieuse, politique et économique de la ville, du moins de ses archevêques et chanoines, va susciter l'édification d'un décor d'art total confié à un architecte et trois peintres célèbres tous extérieurs à la province, Germain Bouffant, Carl Monod, Jean-François III et Charles de Dénatoire. Cette problématique des relations entre les artistes et les commanditaires de Besançon et ailleurs, principalement Paris et Italie, irrite toute l'exposition, de même que celle des sources visuelles utilisées. Les celles de Jean de Gaspard Crespi, l'un des peintres les plus originaux de la période, sont tout autant l'écho de modèles hollandais d'un siècle que les gravures les plus récentes écrites par lui. Le cabinet commissionneur, à une occasion de l'exposition, montre combien la culture visuelle du XVIIIe siècle s'appuie d'abord et pendant longtemps sur les œuvres du siècle précédent. Et donc, on pourrait multiplier les exemples qui confirment que la production artistique à Besançon ne peut être interprétée à l'aune d'une lecture simplifiée qui ferait se succéder rocaille et néoclassicisme. Elle s'adapte d'abord aux circonstances et modèles visibles. Comment expliquer autrement qu'un peintre comme Meyerowitz, formé à Rome et qui domine la scène byzantine pendant 17 ans, produise des œuvres religieuses aussi différentes dans le respect et dans le style, qui nous paraissent tantôt archaïques, tantôt audacieuses. Si la chronologie est un outil d'analyse incontournable, nous avons voulu, une fois le contexte politique et religieux décrit dans la première grande séquence de l'exposition, privilégier une approche micro-historique, au premier rang les individus,
commanditaires et artistes pour préciser les conditions de production et de réception des œuvres. Nous espérons que cette approche pourra favoriser une expérience différente chez les visiteurs, moins préoccupés par l'histoire des styles, de l'iconographie et par l'évolution du goût et des modes. Le chapitre qui clôt l'exposition est tout entier consacré à un domaine dans lequel nous en sommes, se distinguant par une activité frénétique, l'architecture et les embellissements. L'originalité de la ville à partir des années 1770 est telle qu'elle justifierait une exposition à elle seule. Trois architectes parisiens majeurs interviennent au cours de la décennie. Chacun met en image le rêve du cardinal de Choiseul, d'une cathédrale réaménagée dans le coin de l'Amérique. Victor Louis, avec sa nouvelle intendance, et le Double Théâtre, l'un des plus originaux de France, sinon d'Europe. Le quartier de l'intendance et du théâtre, justement, sein de la promenade de Chamard, nouveau lieu de sociabilité et de dépense, devient alors un hymne à la modernité. Les vues de Besançon peintes à cette période célèbrent d'ailleurs cette nouvelle image de la ville. Ce vertical du XVIIIe siècle marque ainsi, chez les architectes comme chez les artistes et les amateurs, une étape qui fait de Besançon une ville en phase avec les liens artistiques du royaume. Elle ne saurait pourtant résumer une période riche et diverse, ni représenter l'aboutissement d'un processus idéologique. Nous avons choisi dans une exposition qui vise à saisir l'esprit d'une ville, et j'en parle encore une fois à lancer une telle exposition, l'esprit des villes au XVIIIe siècle et au début des années. Cette expression de Bossuet évoque à la fois la notion d'embellissement, si importante alors, et celle d'une période exceptionnellement féconde, au cours de laquelle l'harmonie et la grâce guident nombre d'initiatives. Si l'exposition s'appuie sur les œuvres, on va dire un discours et un parcours, histoire sociale, politique, économique de la vie, en est le moteur silencieux. Nous avons voulu intégrer trois précieux sonores qui, en s'appuyant sur une documentation rigoureuse, introduisent dans les salles les bruits de la ville. Cette archéologie sonore, pour reprendre les termes de son inventeur et autrice, Hélène Barthel, donnera à entendre ce que l'on veut voir. Je voudrais adresser des remerciements chaleureux à l'ensemble des partenaires qui ont contribué à cette exposition, parfois des années. La liste est un peu longue, je vous ai par avance, mais le projet est ambitieux et cohérent. Je remercie en premier lieu toutes celles et ceux qui ont consacré tant de temps et d'énergie à sa réalisation. L'équipe formidable de Belgique, pilotée par Marie Brouet et Mathieu Pichard, encore ces programmes Charles Gaillard, Cécile Clément de Lange, Maître Corps, Tiffany Kelly et Elsa Génie. L'équipe technique nous aide à la réussite d'exploit. C'est un exploit rattaché à la fois le transport et la réalisation de la scénographie, conçue par le talentueux Louis Morel. L'encadrement de très nombreuses photographies, l'éclairage d'espace que nous n'avons jamais autant investi, la coachane de près de 370 heures. Merci donc à Lanzo de Muller, Juliette Duchini, Laurence Bellet, Muriel Levier, Claude Jalliot, Marie Marexi, Jean-Baptiste Marchetin, Michel Massias, Julie Leroy, Alexandre Leton, vous êtes une équipe magnifique, et vous pouvez faire le travail, moi, je suis. Merci à Virginie Follon et Juliette Croix d'avoir tant repéré pour très long notre éditeur à la publication d'un beau catalogue. Nous espérons qu'il sera date, enrichi d'iconographie que nous n'aurions pu obtenir sans le travail de Jérôme Monnier. Merci aussi de conservation à Julien Courtois-Poitiers, qui a été une aide dans cet inscrit tout au long et jusqu'au terme de ce projet, à la communication, à l'animation, à l'administration, à l'énergie, à la facilité, autant que possible, à la production d'exposition. Je voudrais remercier particulièrement Nicolas Solater, qui n'a pas pu venir ce soir, et qui a j'ai une pensée particulière pour Nicolas Solater, qui a tout suite eu des années dans ce projet, a soutenu et enrichi l'idée de questions toujours stimulantes. Le beau siècle est le résultat d'un travail collectif. Je remercie les 30 auteurs ainsi que les prêteurs qui ont accepté de se dessaisir d'œuvres dont une grande partie n'avait jamais été vue. Il faut à ce titre souligner l'engagement des communes de Jura et de la Haute-Saône qui ont aidé à restaurer de grands tableaux religieux. Je remercie particulièrement les maires des communes de Bourg, Bouche-Chamblay, Champagnole, Châteaudun, Antoche, Jordière, Saint-Jean et Villers-Sexel. Grâce à vous, des œuvres sont sorties pour la première fois de leur église, ont été restaurées, ont été étudiées, et ce soir elles se dévoilent au public. La conservation des domaines de monuments historiques a joué un rôle essentiel pour repérer, emprunter et restaurer ces peintures, ainsi qu'une vingtaine d'autres objets. Je remercie
d'avoir eu le talent, avec l'aide du conservateur des Antiquités et au Gélard, d'enclencher une dynamique territoriale vertueuse. Merci également aux prêteurs privés qui nous ont fait confiance pour offrir le temps de quelques mois des œuvres majeures, aux responsables d'institutions, aux directeurs et directrices des archives départementales, municipales, Madame la Présidente de l'Université, Madame la Présidente de la Cour d'appel, Monseigneur l'archevêque de Besançon, Monseigneur le vicaire général de Diocèse. Je voudrais remercier M. Janot, président de la SNCI, d'avoir accepté tout de suite et avec enthousiasme de soutenir financièrement l'exposition. Avant de conclure et être plus personnel, je suis très reconnaissant à mon équipe et mes enfants de m'avoir accordé le temps et la disponibilité dont j'avais besoin pour mener ce projet. Je suis particulièrement heureux et fier ce soir que cette initiative ait permis de mobiliser autant d'acteurs au service d'une ambition, celle de montrer, étudier, interroger l'activité artistique de Besançon au XVIIIe siècle, que je vous invite à découvrir tout à l'heure. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle visite. Monsieur Janot, vous vouliez apporter un élément de votre engagement dans cette exposition et donc vous êtes un grand mécène pour nous et donc précieux évidemment. Malgré le fait que évidemment c'est encore une fois quelque chose de collectif et que grâce à la contribution de chacun nous avons cette belle collection et on vous remercie par ailleurs et je vous donne la parole. Merci Madame, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que nous accompagnons cette belle soirée. C'est avec plaisir et fierté d'être avec vous ce soir et d'être associé à l'inauguration de cette riche exposition de beaux siècles qui met à l'honneur notre ville et son histoire. L'entreprise Bisondine SNC que je représente a toujours à cœur de contribuer au rayonnement de notre ville en soutenant nos équipes sportives, la vitalité de notre patrimoine et les éléments culturels. La thématique de cette exposition a particulièrement retenu mon attention parce qu'un volet de celle-ci aborde un domaine qui est davantage le mien et qui est à mon sens le plus visible aujourd'hui, au quotidien et par tous, c'est l'architecture. L'architecture byzantine a été intense à cette période lors du siècle des Lumières. Les chantiers ont été nombreux et originaux. Elle a été suscitée à la fois par la demande de logement, d'hôtels particuliers maintenus par les familles et parlementaires qui s'installaient à la fin du XVIIe, d'immeubles de rapport ou encore de maisons publiques. Le style architectural de cette période, associé à la couleur de la toile de Chailly, a participé à forger l'identité visuelle de Besançon si particulière. Je suis très respectueux de ceux et celles qui ont imaginé et construit ces bâtiments au cours de cette période, des bâtiments qui se distinguent par leur élégance, leur pureté, leur équilibre et surtout par leur caractère intemporel, qui passent les siècles sans jamais se démoder. Il suffit de contempler la façade de l'ancien conservatoire pour en avoir conscience. Les bâtiments, j'aime à dire, avec nos mots d'aujourd'hui, qui sont durables. C'est leur usage qui a évolué au cours du temps. Ainsi, l'ancien conservatoire, à côté, est à l'origine un premier à grain, ensuite une école de musique, une école d'horlogerie, un conservatoire et aujourd'hui une résidence. Cette exposition a aussi pour moi une vertu importante, c'est le travail de mémoire. Souvent, je viens d'expliquer que le passé détermine l'avenir, car connaître l'histoire d'un bâtiment d'un lieu, c'est pouvoir faire perdurer son âme et créer des espaces de vie chaleureux. Physique et symbolique de l'exposition, le point de départ intellectuel, j'allais dire, c'est cette question que nous pose la ville de Besançon quand on la parcourt, quand on y vit, quand on la visite, on se rend compte, et on prête attention, que c'est une ville qui a été profondément transformée au cours d'une période relativement brève. La ville va entrer dans l'histoire de France quasiment en même temps qu'elle rentre dans le XVIIIe siècle. C'est aussi une grande page que nous avons voulu scruter
et dont nous avons voulu donner les axes qui nous paraissaient les plus importants. Alors, pour introduire l'exposition, nous avons souhaité présenter deux œuvres majeures. Ce canon qui a été prêté par le musée de l'Armée et qui est un cadeau qui a été offert par le Parlement de Franche-Comté après la conquête française au roi, donc au nouveau souverain de cette province ralliée à la France. Et puis, une vue inédite de Besançon qui a pu être restaurée pour l'exposition et qui date de 1667, c'est-à-dire quasiment à la veille de la première conquête de Besançon et de la Franche-Comté. Vous savez mieux que moi que la province a été conquise en deux épisodes. La première conquête très brève, parce que 3 mois après, suite à la paix d'Aix-la-Chapelle, la province va retourner dans le giron des Habsbourg, et puis en 1674, c'est le point de départ de l'exposition, se fait la conquête définitive. Et cette vue est particulièrement intéressante parce qu'elle nous donne une idée de la ville à la veille de cette conquête. Et on peut s'apercevoir, d'abord, on offre un point de vue assez inédit dans les représentations qu'on a vues, mais on s'aperçoit aussi du visage, et c'est un visage qui a une coloration encore que l'on aurait qualifiée de gothique au XVIIIe siècle. On s'aperçoit de l'emprise des constructions religieuses, on s'aperçoit aussi de la réserve foncière qui existe encore dans le centre-ville, et c'est précisément dans ce centre-ville que la ville va s'étendre à l'intérieur de ce système défensif qui n'existe pas encore en 1667, mais il y a des terrains qui vont permettre à la ville de s'agrandir, puisque la population va quasiment doubler en un siècle. Donc la ville, et on va le voir, il y a une frénésie de la construction et de la reconstruction qui va évidemment susciter des chantiers auxquels les artistes vont participer, et c'est l'objet de l'exposition. Je vous invite à entrer dans la véritable introduction. Puis Saint-Étienne. Saint-Étienne au-dessus, là. Là-haut. Saint-Vincent de par là aussi, là. C'est ici, c'est Paul. Dans la partie de l'exposition, et elle est structurée autour d'une figure importante de la vie artistique sous le règne de Louis XIV, qui est Adam Frans van der Meulen, un artiste d'origine bruxelloise, formé là-bas, et qui est appelé par Colbert vers 1663 pour venir travailler à Paris au service de Louis XIV à la manufacture des Gobelins. Et van der Meulen va être en fait le numéro 2, le peintre numéro 2 après Charles le Brun, qui est le premier peintre du roi. Tous les deux, ils vont vraiment orchestrer la création de l'iconographie du roi Louis XIV, roi de guerre, roi victorieux, roi conquérant, qui va donc irriguer tout le règne de ce monarque. Alors, plusieurs œuvres ici de van der Meulen. Je commence par l'ensemble de 4 œuvres qui se trouvent juste derrière vous, qui sont les premières qu'il réalise de sa propre initiative et à l'occasion de la première conquête. En fait, van der Meulen avait été recruté par Colbert pour ses compétences de paysagiste qui venaient compléter les compétences de peintre d'histoire de Lebrun. Et van der Meulen est envoyé sur les différents sites de conquête de Louis XIV, et il vient en Franche-Comté dès la première conquête en 1668, juste après la campagne militaire, et va faire des vues des différentes villes et places fortes conquises, dont des vues de Besançon. Et ces 4 œuvres ici, en fait, vous connaissez peut-être, on va les prendre à rebours, vous connaissez peut-être cette estampe qui fait partie d'une série de plusieurs estampes d'après les dessins de van der Meulen, montrant des vues des places fortes et des villes conquises par Louis XIV. Pour la première fois, nous exposons ici ces 4 œuvres ensemble qui sont intimement liées. L'estampe finale, la matrice de cette estampe en cuivre qui a un aspect acéré parce qu'elle a été acérée au XIXe siècle, parce qu'elle a été tirée jusqu'au XXe siècle, depuis sa création à la fin du XVIIe jusqu'au XXe siècle. Je répondrai à des questions là-dessus si vous voulez plus tard. Qui est un prêt du musée du Louvre. Elle est conservée au Louvre depuis, elle est rentrée dans les collections royales de Louis XIV et elle est toujours aujourd'hui dans les collections nationales. Ce très beau dessin à la sanguine, qui est une acquisition récente du musée, acheté l'année dernière, qui provient de la collection du comte de Vaugué, propriétaire de Vaux-du-Comte, qui est donc le dessin préparatoire et définitif de van der Meulen pour la réalisation de cette matrice gravée qui a ensuite été imprimée, d'où le fait que le motif est à l'envers. Et puis, ce très beau dessin, conservé au musée du Louvre depuis un peu plus de 100 ans maintenant, qui est, donc, vous voyez,
intimement lié à celui-ci, qui est en fait la première étape, la première grande vue dessinée par Van der Meulen pour préparer cette composition définitive, une très belle vue de la ville dans son environnement paysager, une assez grande justesse topographique, même vraiment très très juste, par rapport à ce tableau qui, lui, au contraire, va mettre en scène la ville dans la situation du siège. Donc ce tableau qui se trouve juste derrière vous, vous le connaissez sans doute bien si vous êtes familier du musée du temps, puisqu'il y est déposé par le château de Versailles depuis les années 1970, et c'est cette fois-ci une œuvre de commande, à l'inverse de ces œuvres-là qui sont des œuvres de l'initiative personnelle de Van der Meulen. Ici c'est une œuvre de commande que Van der Meulen va réaliser pour décorer le pavillon royal du château de Marly, un château qui est aujourd'hui détruit, qui était le lieu de loisirs privé de Louis XIV et dont le pavillon personnel était orné des différents grands moments militaires de sa carrière, si je puis dire, de monarque. Dans l'iconographie aussi de la conquête, il y a certes ces grandes commandes, ces commandes royales, ces œuvres à l'initiative de Van der Meulen, il y a aussi une imagerie, on peut dire, qui a une diffusion plus large, plus populaire, à travers les almanachs, qui sont des calendriers qui sont édités par les éditeurs des centres parisiens au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, et qui, chaque année, choisissent pour sujet un grand événement de l'année précédente. Et pour montrer à quel point la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV en 1674 est un événement très important sur le plan national, il faut considérer que sur les 10 almanachs de l'année 1675, 9 ont pour sujet la conquête de la Franche-Comté, avec une imagerie qui est tantôt plutôt chef qui va du côté de la vraisemblance. On voit le roi en chef de guerre avec derrière la scène de siège, ici on le voit conquérant sur son cheval, et puis sur l'autre troisième almanach, vous avez ici, tous les traits de la bibliothèque nationale, une iconographie beaucoup plus allégorique, avec en bas la province, l'allégorie de la province de la Franche-Comté, l'allégorie de la province de Bourgogne, qui se cède la main avec une forme d'émotion dans cette réunion des deux provinces. Merci Amandine. Alors, vous avez compris que cet premier espace est consacré à l'iconographie de la conquête, qui est donc une iconographie très importante pour le nouveau pouvoir. Il y a un tableau qui est une redécouverte, j'allais dire, qui est un deuxième grand format qui nous accueille, qui est un prêt auquel nous tenons beaucoup, puisque c'est l'Université de Franche-Comté, aujourd'hui propriétaire de l'hôtel de Courbouzon, qui a prêté ce tableau, qui a été restauré pour l'exposition. Ça fait partie des nombreuses restaurations qui ont pu être faites pour cette exposition. Et l'image nous intéresse à plusieurs titres. D'abord, il s'agit d'un portrait particulièrement éloquent du roi à cheval qui s'inscrit dans un héritage que vous connaissez de ces figures équestres depuis la Renaissance. Louis XIV réalise cette position. Je crois qu'il y a des amateurs d'équitation parmi vous, qui est une position, je ne sais pas si elle est faisable, mais en tout cas qui est très difficile à obtenir, de la levade, et qui signifie bien sûr le bon gouvernement, y compris dans un contexte très difficile pour le roi. Et c'est évidemment un des messages qui est envoyé par ce portrait, qui, après son nettoyage et sa restauration, l'attribution à René Antoine Wass est confirmée. Wass était un peintre qui était le gendre de Charles Lebrun, donc très proche du premier peintre du roi. Et après le sacre de Louis XIV, on sait que Charles Lebrun va réaliser un premier portrait du roi à cheval, donc on ne connaît plus l'original aujourd'hui. Quelques années plus tard, c'est Wass qui va créer ce deuxième portrait officiel d'un roi de guerre, d'un roi qui s'apprête à entrer dans une phase plus pacifique. À la fin le portrait date la fin des années 1670. Alors, en Franche-Comté, il est particulièrement intéressant parce que on sait que la position du bâton de commandement de Loire ne vient au hasard et évoque un animal mythique qui est la licorne, un animal très sympathique dans la légende, avec l'ensemble des animaux à l'exception du lion. Et les lions étant par exemple l'emblème des Habsbourg, on peut imaginer que ce tableau avait une portée particulière dans la région. En tout cas, il arrive très tôt, et ce qui nous intéressait aussi, qui fait la transition avec la suite du parcours. C'est un tableau que l'on retrouve, on peut aller plus loin que le milieu du XVIIIe siècle, mais au milieu du XVIIIe siècle, il est dans le cas particulier d'un des grands parlementaires de la ville, Claude-Antoine Courbouzon, président à Marseille, et qui va jouer un rôle, président Courbouzon, dans l'alignement, j'allais dire, culturel de la province conquise sur le nouveau régime royal, dont le ton est donné à Paris et Versailles. Donc c'est aussi
Corbouzon a fait ses études au Collège des Quatre Nations à Paris. Il va jouer différentes. On va lui confier différentes missions dans l'entourage du roi, et il fait partie de ces parlementaires qui vont jouer un rôle symbolique, culturel, politique important dans la mise en place du nouveau régime. Alors, le portrait de Clément-Antoine de Corbouzon est présenté un petit peu plus loin, dans une courte section sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, mais qui est consacrée au Parlement, puisque le transfert du Parlement de Dole à Besançon va être un événement qui n'a pas de portée artistique immédiate, qui va avoir des effets secondaires considérables, avec l'installation des familles, la construction des hôtels. C'est un des moteurs essentiels de la vie artistique qui va se mettre en place à la fin du XVIIe siècle. Monsieur de Corbouzon nous a été prêté par l'hôpital de Besançon, dont il était aussi un des bienfaiteurs. Et à ses côtés, vous avez le portrait d'un autre parlementaire, le président Boiseau. Et le portrait, en plus du rôle qu'a pu jouer Boiseau et la famille Boiseau dans ce nouveau régime, le portrait lui-même est intéressant parce que Boiseau, pour réaliser ce portrait, est l'un des rares francs-comtois qui va s'adresser à un peintre parisien. Le portrait est attribué avec beaucoup de ressemblance à Nicolas de Largillière. Boiseau se marie avec une Parisienne et sa belle-mère, la même année, va faire elle aussi réaliser un très beau portrait par Nicolas de Largillière. Donc on voit qu'il y a aussi des liens très concrets qui se nouent grâce à des stratégies matrimoniales, à des stratégies culturelles entre Paris et Besançon et qui se mettent en place, disons, dans le premier quart du XVIIe siècle. Alors cette mise en contexte politique, j'allais dire, de la nouvelle situation de Besançon est complétée par une deuxième partie dans laquelle nous allons progresser, qui est consacrée au deuxième glaive, au deuxième grand moteur de l'activité artistique, qui est la commande religieuse. Besançon et son diocèse, on va le voir, ont été un champ d'expérimentation considérable dans la mesure où beaucoup d'églises, de couvents, ont été reconstruits au XVIIIe siècle. Toutes les églises de la ville, les églises paroissiales, sont reconstruites au XVIIIe siècle. Il y a énormément de chantiers dans le diocèse, c'est à peu près dans les limites de la Franche-Comté actuelle, et nous nous sommes demandé quels étaient les sujets, les artistes, les sources que l'on allait utiliser au moment de ces commandes. Alors, je ne vais pas tout vous présenter. Nous commençons avec une sorte de parenthèse, ou en tout cas d'accent mis sur une dévotion très particulière que vous connaissez sans doute, qui est celle qui a eu lieu au moins jusqu'à la Révolution, autour de la présence à Besançon d'une relique qui était le Saint-Suaire de Besançon. C'est une relique qui apparaît, que les historiens datent du début du XVIe siècle et qui va tout de suite donner lieu à des ostensions qui représentent un enjeu religieux, bien sûr, mais aussi politique et économique très important pour la ville. Cette relique va d'abord être conservée à la cathédrale Saint-Étienne et puis, suite à la destruction de la cathédrale, elle va être transférée dans la cathédrale Saint-Jean. Et elle se trouve dans une chapelle proche d'un clocher qui va s'effondrer en 1728 et il faut donc reconstruire un écrin pour pouvoir conserver et présenter cette relique très importante. Donc le clergé va hésiter, on va d'abord consulter des architectes locaux et puis on va finalement se tourner vers Germain Beaufranc, qui est un architecte actif à Paris et en Lorraine, très célèbre alors, et une série de peintres parisiens qui vont réaliser l'un des plus beaux décors du XVIIIe de province en France, Karl van Loo, Jean-François de Troyes et Charles-Joseph Natoire. Donc vous avez sur la droite des esquisses et des dessins préparatoires qui témoignent aussi de ce travail à distance, puisque les peintres ne se déplaçaient pas et envoyaient des documents qui permettaient aux chanoines et à l'archevêque de se prononcer. Et pour compléter cet aperçu du décor dans lequel le suaire était conservé, nous avons présenté un échantillonnage, j'allais dire assez généreux, d'une production qui dérivait de ces pèlerinages, de cette ostension, constituée d'une imagerie. Vous voyez différentes variantes. C'est toujours le linceul qui est représenté au milieu. Parfois, il est seul, parfois, il est accompagné de l'archevêque et des chanoines qui procèdent à l'ostension. Parfois, il est dans une version dite sépulcrale. Et cette imagerie a suscité une production très abondante à la fois d'estampes. Vous verrez qu'il y a des documents rares, même des petits billets de pèlerins avec lesquels les nombreux pèlerins pouvaient repartir, et une production plus luxueuse, notamment de broderies. Ces broderies étaient bien souvent réalisées par des sœurs dans les couvents et étaient offertes à des visiteurs de marque ou conservées dans les intérieurs byzantins. On en trouve beaucoup d'exemples tout au long du XVIIIe siècle. Donc c'est une vraie spécificité dévotionnelle de Besançon que ce culte rendu au Saint-Suaire. Le Saint-Suaire ayant disparu à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution,
le souvenir, j'allais dire, s'est peu à peu effacé, même si certains connaissent encore bien ce sujet, mais nous voulions insister auprès de nos visiteurs pour rappeler à quel point cette relique a joué un rôle déterminant pour l'histoire de l'Église. Je parle un peu rapidement, mais si vous avez des questions, bien entendu, ce panorama assez bref, puisque nous n'avons pas tout présenté, bien entendu, de la riche production religieuse du XVIIIe siècle, se poursuit dans cet espace plus vaste, cette galerie, dans laquelle sont présentés différents objets, ainsi que des tableaux qui permettent de montrer les relations entre Besançon, l'étranger, Paris et son diocèse. L'un des exemples les plus frappants, c'est ce magnifique Christ en croix de Francesco Trevisani, qui est accroché d'ordinaire à la cathédrale de Besançon, qui est un peu plus bas ici, et on peut véritablement apprécier les qualités classiques. Le Christ en croix, qui est un des premiers tableaux commandés à l'extérieur, à la toute fin du XVIIe siècle, par François-Joseph de Gramont, archidiacre de Fabernel, qui va devenir quelques mois plus tard l'archevêque de Besançon. Donc dans des cas particulièrement prestigieux, on a vu pour le décor de la chapelle de Saint-Suaire, ou pour la sacristie de la cathédrale, on va aller à l'étranger, on va aller à Paris pour chercher de grands artistes. C'est le cas pour d'autres commandes, et ces tableaux vont jouer le rôle de modèle pour les artistes de Besançon et des alentours. C'est un des tableaux les plus copiés au XVIIIe siècle, on en retrouve beaucoup d'exemplaires dans toutes les églises du diocèse. Un autre exemple sur lequel nous pouvons insister directement dans l'exposition, c'est la juxtaposition de ces deux œuvres. Un très beau Christ noir de Sebastiano Conca, qui est lui aussi conservé à la cathédrale. On ne sait pas très bien si le tableau était là dès le XVIIIe siècle, mais on a tout de même vu le rapprocher d'un tableau de Melchior Wirch, peintre suisse qui avait s'installer à Besançon, et dont on peut se demander s'il a pu voir ce modèle, puisque ce raccourci du Christ mort est très exceptionnel dans la peinture française et italienne de cette époque. On peut légitimement se demander qu'est-ce qui lui a donné l'idée d'adopter une composition aussi audacieuse, et peut-être est-ce un autre modèle italien, peut-être est-ce ce tableau de Sebastiano Conca. En tout cas, ce sont deux images très émouvantes, et cette représentation prend une signification particulière à Besançon, puisque comme je vous le disais, on conservait cette relique du Suaire, avec cette place très large qui est accordée au linceul. On peut aussi imaginer que cette image avait un écho particulier auprès de la population locale. Alors nous avons d'autres exemples de tableaux de Wirch qui sont passés, qui sont des commandes privées pour des familles, peut-être pour des chapelles particulières, certaines chapelles latérales dans des églises, une adoration des bergers, un Saint-Charles Borromée en prière. Et puis je voudrais un instant insister sur un ensemble qui est présenté pour la première fois au petit, qui était un peu un des rêves que j'avais au début de l'exposition. Je me demandais si on allait pouvoir y arriver, parce que le tableau est grand, c'est le plus grand de l'exposition. Mais c'est un tableau absolument magistral d'un artiste qui s'appelle Nicolas Guibroni. Et ces différents tableaux sont tous le fruit d'une commande très ambitieuse passée par une photographe qui s'appelle Elisabeth de Gramont, qui va épouser un artiste de sa vie, le père de son mari et de ses enfants, et qui va consacrer sa vie, une partie de sa vie du moins, à la reconstruction des églises paroissiales qui se trouvent sur ces terres, notamment deux églises où je vous invite vivement à aller, puisqu'on a laissé les tableaux d'une des deux églises, Chamblay et Ounan. Nous présentons trois tableaux qui viennent de l'église de Chamblay, deux tableaux restaurés pour l'exposition et classés il y a peu, qui viennent de l'église de Villers-Sexcel. Et on voit que cette commanditaire va s'adresser non pas à des artistes de la région, mais à de jeunes artistes parisiens rentrés d'Europe et qui commencent alors une carrière qui va être très belle. Donc Nicolas Guibroni, vous avez deux tableaux au centre, la lapidation de Saint-Étienne, l'adoration du sacrificateur de Marie-Jésus. Joseph Benoît Suvet, un artiste néoclassique très important, avec cette remise circulaire de la libération de Saint-Pierre, et Relio, qui est un autre artiste néoclassique, dont on a ici l'un des premiers grands tableaux d'église. Je suis désolé de vous imposer un rythme qui vous laisse peu de temps pour regarder les œuvres, mais je vous invite à poursuivre dans les espaces qui suivent. Je disais que l'activité de construction et de reconstruction dans le domaine religieux est très importante. C'est aussi le cas pour les constructions civiles, et notamment pour les parcs.
changeons un tout petit peu d'atmosphère, nous entrons dans un monde qui est plus privé, plus feutré aussi, qui est celui des commanditaires privés. Je vous ai donné quelques éléments de contexte sur le décor dans lequel évoluent ces artistes et ces commanditaires religieux et politiques. Nous avons essayé aussi, dans cette exposition, de proposer une approche un petit peu différente à travers les artistes eux-mêmes et les commanditaires, et de commencer par les commanditaires, puisque ce sont eux qui créent une demande pour la création. Alors, il y a beaucoup de constructions, de reconstructions à Besançon et dans les alentours. Ces constructions vont susciter la commande de décors. Il y a énormément de boiseries qui sont conservées encore dans les maisons, les hôtels, les immeubles de rapport de Besançon, dans les châteaux aussi des alentours. Et puisqu'on ne peut pas déplacer les boiseries, ou en tout cas avec difficulté dans une exposition, nous avons souhaité en montrer le prolongement en quelque sorte, puisque autour de ces décors, qui sont pour les plus importants d'entre eux, qui datent du dernier quart, disons, du XVIIIe siècle, qui est vraiment la grande période de l'architecture et du décor à Besançon, nous devons à ces architectes et sculpteurs quelques très beaux exemples de mobilier. Et nous avons la chance de pouvoir présenter 3 consoles, l'une provenant de l'hôtel de Terrier-Santan, qui se trouve dans la Grande Rue, qui est construit à la fin des années 1760. Une seconde console prêtée par la Banque de France, qui vient de l'hôtel Pétrement de Valais, hôtel qui se trouve dans le quartier de la Nouvelle Intendance, aujourd'hui rue de la Préfecture, et une petite console d'entre fenêtres, sans doute, qui provient vraisemblablement de l'hôtel de Lignyville, une des dernières grandes commandes des années 1780 à Besançon. Nous présentons aussi une maquette particulièrement rare, parce que l'on conserve très peu de maquettes des projets privés du XVIIIe siècle. Vous aurez certainement tous reconnu l'un des plus beaux châteaux, je ne me suis pas dire le plus beau château parce que ça crée de conflits. Un des plus beaux exemples de l'architecture néoclassique, en tout cas un des plus ambitieux dans cette dimension, qui est confié toujours par ce président de Terrier-Santan qui veille sur nous au-dessus de sa console et qui s'adresse, comme pour son hôtel byzantin, 10 ans plus tard, au même architecte, Claude-Joseph Alexandre Bertrand, dont nous allons reparler à la fin de l'exposition et qui est l'un des architectes les plus importants, les plus actifs et les plus talentueux de Besançon. Alors, dans ces décors, il y avait des objets, c'est évidemment le prolongement de notre réflexion, des objets de la peinture, et ce domaine de l'histoire du goût, de l'histoire des collections, c'est quelque chose dont nous avons voulu tirer le fil pour essayer de donner une idée de ce qu'on appelle la culture visuelle du temps. C'est un domaine dans lequel on avance pas à pas, il ne faut pas courir des archives, mais il y a eu un certain nombre de découvertes qui ont pu être faites, et nous voulions aussi en montrer un petit peu le résultat, montrer aussi certaines caractéristiques du goût local. Certains artistes vont connaître un très grand succès. C'est le cas d'un peintre que vous connaissez qui s'appelle Gaspard Grésny, et dont vous avez ici une présentation. Nous allons le retrouver de manière un petit peu plus visible à l'étage, mais nous avons voulu montrer aussi l'abondance de sa production, c'est-à-dire aussi la forte demande dont il a dû bénéficier pour pouvoir peindre énormément de ces scènes de genre. Parfois, il répétait la même composition. Ceux qui regarderont attentivement se demanderont peut-être pourquoi le même tableau est présenté à 2 reprises. C'est justement pour insister aussi sur sa capacité à la fois à se retrouver dans ses sujets, mais aussi à pouvoir décliner une composition qui, on le suppose, a bien fonctionné et dont il existe beaucoup de versions. C'est un des artistes les plus actifs de la région au XVIIIe siècle, il y a encore plus considérable. C'est aussi l'un des plus intéressants, parce que ces tableaux se placent selon moi à la croisée de 2 sources, 2 influences. L'une ancienne, ce sont sans doute des modèles hollandais du XVIIe siècle, ces scènes de genre qui existaient dans la peinture du XVIIe siècle et que l'on a collectionné et continue à collectionner au XVIIIe siècle. Voilà pour l'idée du sujet peut-être. Et puis au XVIIIe, on continue à avoir une production de scènes de genre et en particulier de scènes gravées. Vous connaissez peut-être les séries que l'on appelle Cris de Paris, qui ont été gravées d'après des dessins de différents artistes. On connaît surtout celle de Bouchardon, il y en a de François Boucher et d'autres artistes moins connus, mais ces scènes nous montrent des métiers de rue, des métiers ambulants, et nous montrent aussi l'intérêt des élites pour des représentations de la vie populaire. Donc de manière un peu farceuse, on a accroché ces scènes un peu à la manière d'une galerie d'Ancêtre, pour jouer aussi sur cette ambiguïté entre le goût d'une élite locale et la représentation de petits métiers, et donc des collectionneurs sans être extrêmement clients à Besançon, comme ailleurs, mais on a ici un exemple particulièrement éloquent avec cet artiste, hélas,
dont beaucoup de traits et de pans d'activité nous échappent encore, mais qui est l'un des beaux artistes de Besançon. Alors on va pouvoir continuer et voir le mur un petit peu plus haut. L'espace est assez réduit, en tout cas très occupé. Vous êtes passé pour pénétrer dans cette mezzanine devant les portraits de deux des collectionneurs importants du XVIIIe siècle à Besançon. L'un qui a une capacité d'action très large de la limite de la Franche-Comté, qui est le cardinal de Choiseul, et l'autre qui a réuni l'un des plus beaux ensembles de Besançon avec son fils, le comte de Maréchal. Dans cette mezzanine, je vous parlais de culture visuelle tout à l'heure, nous avons voulu aller plus loin et présenter un petit peu des images, des œuvres qui étaient présentes dans les cabinets byzantins du XVIIIe siècle, en partant de recherches qui ont été faites sur 5 familles en particulier. Donc de petites notices biographiques sont disponibles pour les visiteurs pour comprendre aussi qu'il y a différentes stratégies de collection qui peuvent coexister. Et chez ces familles, on retrouve ces différentes œuvres qui nous montrent, je vous en parlais tout à l'heure, que la peinture nordique du XVIIe siècle en particulier est très présente, mais comme partout en France, dans les intérieurs byzantins du XVIIIe siècle, puisque parmi les œuvres qui sont exposées ici, vous avez des œuvres de Jan van de Ven, d'Otto Vénus et d'autres artistes des Flandres et de la Hollande, dont ont conservé beaucoup d'œuvres à Besançon et qui ont pu avoir, qui ont formé la culture des artistes qui se sont formés, qui ont fait leur place à Besançon. Certains amateurs avaient un intérêt également pour la création contemporaine. C'est le cas d'un abbé qui est une des redécouvertes de l'exposition, qui s'appelle l'abbé Pellier, et qui s'intéressait beaucoup à ce qui se passait à Paris, qui collectionnait les estampes. C'est notamment lui qui possédait le tableau de Amand, qui est dans nos collections au musée du XIXe siècle, mais dont on ignorait la provenance avant la Révolution. Et grâce à un travail d'archives, on a pu établir que ce tableau présenté au Salon en 1765 était arrivé assez tôt à Besançon. Dans la collection de l'abbé Pellier se trouvait également ce tableau qui est également au musée de l'atelier de Giovanni Salvi, di Sasso Ferrato, l'un des artistes italiens du XVIIe siècle qui a inventé des images de Vierge à l'enfant qui ont ensuite été très diffusées. Et ce qui nous intéressait particulièrement, en dehors du fait qu'on ait retrouvé le pédigré de l'œuvre au XVIIIe siècle chez cet abbé, c'est qu'il en existe une copie qui vous est présentée à proximité et qui est signée d'un jeune artiste byzantin qui s'appelle Claude-Louis-Alexandre Chazeran. Donc on a la preuve ici, ou en tout cas un exemple, de relation qui existait entre ces amateurs et l'école, en tout cas entre la formation des jeunes artistes, les amateurs mettant de temps en temps à disposition des œuvres. C'est le cas d'une des œuvres les plus visibles, en tout cas des plus importantes, conservées à Besançon au XVIIIe siècle, c'est Salomé, qui était attribuée alors à Velázquez,
qui était conservée dans la collection de Maréchal Vezet et qui a été prêtée, elle aussi, à plusieurs reprises à l'école pour pouvoir être copiée par les jeunes artistes. Donc, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et en particulier à partir des années 1770, on voit qu'on a une conscience de la collection, je crois, qui se précise, qui s'affine et qui permet de dire qu'on a de véritables amateurs. C'est un mot qui, au XVIIIe siècle, a des enjeux symboliques très forts. On a des amateurs qui ont un goût, qui font des choix et qui ouvrent leur cabinet aux élèves qui se forment alors à Besançon et qu'on va retrouver un tout petit peu plus loin. On va, pour cela, d'abord franchir, j'allais dire en tout cas, traverser un espace assez réduit. Donc je vous invite à faire attention, parce qu'il est conçu pour accueil public, bien sûr, mais pas tout le monde en même temps. C'est une sorte de petit labyrinthe dans lequel nous présentons une autre particularité de la production byzantine du XVIIIe siècle. On retrouve un artiste très important, Gaspard Grésy, mais dans le deuxième genre dans lequel il s'est fait connaître de manière assez singulière, puisqu'il est un des premiers peintres français du XVIIIe siècle à pratiquer le trompe-l'œil. Et là encore, on trouve peut-être son inspiration dans un exemple hollandais du XVIIe siècle, puisque ces tableaux existaient, étaient collectionnés, comme on le voit, on n'a pas retrouvé d'exemple dans l'exposition, mais dans les inventaires, on sait qu'il y a des trompe-l'œil aussi qui existaient. Et dans ce registre, il va connaître un très grand succès. Vous verrez des œuvres de grand format, d'autres plus petites. Certaines sont des œuvres pour le marché, qui fonctionnent souvent par paire. D'autres sont des œuvres plus ambitieuses, de commande. On a parfois une dédicace, un cachet armorié en cire, qui nous donne une piste pour identifier le commanditaire. Et parfois, ces commanditaires se trouvent loin de Besançon. Donc on a aussi, comme ça, une idée du succès qu'a pu rencontrer Gaspard Grésy. Et je vous inviterai peut-être à jeter un regard particulier sur ce qui constitue peut-être son chef-d'œuvre. Vous verrez deux grandes portes de bibliothèque qui ont été peintes vraisemblablement pour un amateur et bibliophile de Besançon et qui sont une sorte d'acte de bravoure de Grésy dans ce genre du trompe-l'œil. Donc, je vais passer en premier, je vous invite à me suivre. Je les connais pas. Oui, on peut connaître et apprécier. Je les ai retravaillés, mais ça me fait plaisir. Il y en a que je n'ai vu qu'en photo. C'est Jacques Foucault, conservateur du Louvre et qui est assez âgé. Ce serait formidable qu'il puisse être un peu la relève. Donc on a un ensemble, je pense, unique en France. Mais j'ai aussi la femme. Ce milieu des commanditaires sur lequel on insiste dans ces premières salles, il va favoriser, encourager un système de formation plus professionnalisé, j'allais dire, auprès des artistes, pour les artistes. Besançon n'est pas complètement original dans ce grand mouvement, puisque l'ensemble des villes de province vont, en France, au XVIIIe siècle, créer des écoles et des académies, à l'imitation de l'Académie royale de peinture et sculpture qui a été créée à Paris en 1748. Donc on a des exemples à Lyon, à Marseille, à Bordeaux et partout ailleurs. À Besançon, c'est une création qui va se faire en deux étapes. Il y a d'abord une première tentative qui est directement initiée par l'Académie, l'Académie des Belles Lettres, qui est créée en 1752. L'école
ne va pas durer très longtemps. Et puis, en 1773, enfin, elle est créée, et cette fois de manière pérenne, sous la protection d'un intendant arrivé depuis quelques années, Charles-André de Lacoré, dont nous présentons le portrait ovale comme une sorte de protecteur de cet espace, et à l'initiative de deux artistes, Luc Breton, sculpteur bisontin, parti à Rome pendant longtemps, et revenu dans sa ville natale, et Johann Melchior Wirch, excusez-moi, qui est un peintre suisse qui est arrivé à Besançon en 1768. Et tous les deux vont donc obtenir de l'intendant la création de cette école. Et nous avons la chance de pouvoir présenter un certain nombre, j'allais dire, de travaux de l'école, ou en tout cas d'œuvres qui en proviennent, à la fois des œuvres réalisées par ses professeurs, Wirch et Breton. Nous avons notamment ce qu'on appelait une sorte de tribu de réception, enfin, la peinture de Wirch et celle de la sculpture de Luc Breton qui ont été offertes à l'école après que celle-ci est ouverte. Et puis, très rapidement, on va organiser un concours pour récompenser les élèves les plus méritants. Nous présentons plusieurs lauréats de ce concours, avec un jeune artiste qui va être élève de Wirch qui s'appelle Chazeran. Il est primé 2 fois, en 1779 et 1780. Ce sont 2 tableaux du musée des Beaux-Arts. Et 2 sculpteurs, Anton Schriefenhofen et Bischweg Häusler, excusez-moi pour la prononciation. Mais l'école s'est ouverte très rapidement à des élèves qui ne venaient pas de la ville ni de la province, mais à des élèves étrangers. Il va donc y avoir des élèves suisses, de Suisse alémanique, qui vont venir s'installer à Besançon pour étudier. C'est intéressant d'ailleurs d'observer que dans le traité rédigé par Wirch à l'attention de ses élèves, dans lequel il copie des planches d'anatomie rendues assez célèbres par la gravure, il va légender ce traité à la fois en français et en allemand, de manière à ce que ses élèves puissent l'utiliser. Nous présentons également un certain nombre de dessins de Wirch qui permettent, là encore, d'évoquer la pédagogie, fondée d'abord sur l'étude de la gravure, puis de la bosse, puis du modèle vivant dans cette école. Et vous pourrez regarder un peu plus attentivement les dessins. Et on voit la diversité des poses et des techniques avec lesquelles Wirch. Alors, on ne connaît pas le dessin des élèves. En revanche, on a un bel ensemble de dessins du professeur Johann Melchior Wirch qui sont exposés ici. Je crois qu'on a, je suis désolé, un tout petit peu d'heure fatidique. On va descendre et terminer accompagné par Charles-André de Lacoré, qui, outre son rôle dans l'établissement de cette école, a été à l'initiative des plus grandes, des plus importantes commandes urbaines de la ville. Et nous allons en parler dans la dernière salle close d'exposition en bas des escaliers. Quelques éléments d'organisation de cette dernière salle consacrée à l'architecture et à l'urbanisme et aux aménagements paysagers qui marquent Besançon. Ici, tout se passe entre 1770 et la Révolution. C'est vraiment dans ces 20 années que vont se concentrer la modernisation de Besançon, modernisation réelle avec la construction du théâtre par Nicolas Ledoux qui est évoqué ici et qui est vraiment un édifice à la fois iconique dans l'histoire de l'architecture et aussi de la ville de Besançon à l'extérieur. Tout va bien. Sur la Simès qui est là-bas au fond de la salle sont évoqués les aménagements marqués par le néoclassicisme rêvé et réalisé à la cathédrale. En face, sur la Simès d'en face, la construction de l'intendance qui abrite l'actuelle préfecture et qui reste l'un des plus beaux, l'un des plus jolis monuments du XVIIIe siècle encore conservé. Nous nous rendons effectivement tout à l'heure pour le dîner. Et puis des aménagements aussi projetés mais non réalisés, souvent faute d'argent, faute de temps, comme la reconstruction, le réaménagement néoclassique de l'ancien hôpital, l'hôpital du Saint-Esprit, qui était l'hôpital des enfants trouvés, les enfants abandonnés de Besançon. Donc vous trouverez les dessins projetés ici dans un très beau style néoclassique par l'architecte Claude-Joseph Alexandre Bertrand. Donc vous avez le portrait, en fait, quand vous descendez là de l'escalier, se trouve le portrait de cet architecte majeur, bisontin, pour ces 2 décennies.
Et puis, on termine avec les aménagements paysagers. Enfin, ici, pardon, l'évocation aussi des demeures de campagne de certains Byzantins, on regarde encore la trace, la demeure des Chiflets à Palente et puis la demeure de l'architecte Colombo qui se trouvait au Châtret. Et donc, vous voyez cet immense parc qui constitue aujourd'hui encore une partie de la promenade de Mico. L'aménagement de la promenade Granvelle dans les années aussi 1770, qui est un petit peu le palais royal de Besançon à la fin du XVIIIe siècle. L'aménagement de Chamard, cette grande zone marécageuse, puis reprise en main par Vauban à la fin du XVIIe siècle dans le système de fortification de la ville, comme en témoigne ici ce dessin de 1740, et qui va être transformé à la fin du XVIIIe siècle, là encore, en une promenade publique qui est vraiment d'une ampleur totalement inédite à l'échelle de ce qui se passe dans d'autres villes françaises, même si beaucoup de villes françaises à ce moment-là profitent de l'arasement des fortifications, des remparts pour aménager des promenades publiques. Ici à Besançon, les fortifications sont conservées parce que l'histoire militaire est encore, enfin le rôle défensif, on est trop près de la frontière, donc on ne peut pas arracher comme ça les fortifications. En plus, elles ont été très largement reprises par Vauban à peine un siècle avant, mais on va néanmoins avoir cet aménagement très important et qui aujourd'hui est encore, qui est déjà au XVIIIe siècle un marqueur de l'identité byzantine, une ville verte et qui reste, je crois, encore aujourd'hui très fort dans l'image de cette ville. On termine avec des vues, une très jolie série de vues de Besançon qui sont rassemblées ici avec des œuvres qui viennent des collections byzantines ici, qui viennent du musée du Louvre là pour les deux Nicolas de l'Espinal, et puis qui viennent d'une collection privée ici pour les œuvres de Zeschender, qui permettent d'avoir un panorama de la ville de Besançon à la veille de la Révolution. Une évocation dans ce petit espace de l'architecture funéraire byzantine avec autour du mausolée de la famille de la Baume-Montrevel et du monument commémoratif à Charles-André de la Corée et sa femme ici par Luc Breton. Et puis dans le petit couloir, je ne vais pas m'attarder non plus, mais quelques œuvres qui permettent d'évoquer l'art à Besançon pendant les années révolutionnaires. Ce sont des années où la création artistique est extrêmement vive, mais où les bouleversements politiques incessants n'ont pas toujours permis la conservation facile des traces, et donc elles sont souvent assez peu nombreuses. Et voilà, on voit aussi quelques souvenirs. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis, on se retrouve donc tous en bas pour l'inauguration.
À la Révolution. On va aller découvrir toute l'exposition avec Johan Rimo, qui est le commissaire de cette exposition. Au nom de la ville de Besançon, je voudrais excuser Madame la maire qui nous retrouvera un petit peu plus tard à 18h pour l'inauguration. Et Aline Chassagne qui elle va nous retrouver pendant la visite qui avait cours et qui arrive très bientôt, mais qui nous rejoindra pendant la visite. Et puis on tenait surtout à vous remercier tous et toutes vos contributions diverses, que ce soit les contributions au catalogue, les prêts ou les soutiens financiers, puisque sans vous, cette exposition n'aurait absolument pas pu voir le jour. Donc un grand merci de la part non seulement de la ville, mais de l'ensemble des équipes du musée. Et vous allez avoir le privilège de découvrir l'exposition en avant-première avec on va monter, parce qu'en fait le temps est très contraint. Oui, je vous invite, bonsoir à toutes et tous. Je vous renouvelle les remerciements qui vous ont été adressés par Céline Mérieux. J'avais déjà rencontré certaines et certains d'entre vous et je suis vraiment heureux que ce soir on puisse se retrouver pour l'aboutissement de ce long projet, qui est une exposition assez ambitieuse, vous le verrez, avec beaucoup d'œuvres, beaucoup de problématiques qui sont abordées pour raconter une histoire qui n'est pas simple, qui est celle d'une ville, ou en tout cas d'une ville à travers les œuvres, parce que c'est une exposition d'histoire de l'art, et on en a beaucoup. On a décidé de développer certains axes. Cette courte visite, j'en suis navré parce que vous aurez après les discours bien sûr, et je serai à votre disposition le temps de parcourir plus paisiblement les salles de l'exposition. Mais je vais déjà, avec la collaboration amicale de ma collègue Amandine Royer, qui est conservatrice en charge des arts graphiques au musée, vous donner un petit peu les axes, les parties, les choix que nous avons faits pour l'exposition. Vous puissiez avoir aussi une contextualisation de ce projet. Je vous invite tout de suite à gravir les escaliers pour qu'on puisse commencer à l'étage. Do understand the French. A little later. They will translate.